Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, vous avez Gilbert Koyo-Koutenoupo, chargé de cours d'histoire, géographie et de CM au lycée de Bekota à Lomé. On se retrouve encore pour une séance de résumé de cours, mais cette fois-ci, ce serait un cours de méthodologie de dissertation en histoire et géographie pour les classes de première et de terminale. Alors, comment est-ce que nous allons gérer le temps? Dans un premier temps, je vais vous faire un cours de méthodologie. Ensuite, pour les élèves de terminale, je vais proposer un sujet que nous allons traiter en bonne et due forme. Et ensuite, je vais donner un sujet dont le contenu est le document accompagné des tests comme on le fait actuellement au Bac 2. Alors, la leçon du jour, c'est un cours de méthodologie de dissertation en histoire et géographie. Pourquoi ce cours-là? Vous savez, une chose est de connaître son cours et l'autre est de savoir comment restituer. Mais très souvent, vous connaissez vos cours, mais vous ne savez pas comment les rendre. Raison pour laquelle il est de bon ton qu'on vous fasse ce cours-là. Et justement, c'est pour cela que nous sommes là. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? À la fin de la séance, vous devez distinguer ce qu'est une dissertation en histoire ou en géographie. S'approprier de la manière de préparer une rédaction de dissertation en histoire ou en géographie. Je veux dire les étapes. Distinguer les grandes parties d'une dissertation en histoire ou en géographie. Et enfin, s'approprier des conseils généraux à respecter pour parfaire une rédaction de dissertation en histoire ou en géographie. Alors, le premier élément, qu'est-ce que c'est que la dissertation en histoire et géographie? La dissertation en histoire ou en géographie est une méthode d'évaluation des élèves ou des candidats. C'est une démarche intellectuelle qui demande une démonstration. Il s'agit d'analyser un phénomène, non pas de réciter son cours. Il faut établir une démonstration dynamique en évoquant les causes, les conditions, les facteurs, les conséquences, les évolutions, les transformations d'un phénomène donné, etc. Alors, comment préparer sa dissertation? Les étapes. La dissertation est un exercice qui se traite en plusieurs étapes. La première étape, c'est une lecture répétitive du sujet pour son imprégnation. D'entrée de jeu, il faut lire et comprendre le sujet. Il est important de s'imprégner du sujet à travers ces mots-clés, bien définir leur sens. Et quels sont les mots-clés là? Je vais vous donner quelques-uns. Les mots-clés qu'on peut retrouver dans un sujet de dissertation et que vous devez chercher à comprendre sont les causes, les conséquences, les impacts, l'influence, facteurs, conditions, atouts, fondements, bases, indicateurs, limites, bornes, freins, handicaps, expliqués, etc. Et ces mots-là doivent être compris dans le sens réel. Alors, la deuxième partie de la préparation d'un sujet de dissertation, c'est la délimitation du sujet. J'entends par délimitation du sujet la fixation des bornes du sujet. Chaque sujet qui est donné a ses limites, a ses bornes. Dans un premier temps,
vous devez chercher à déterminer le cadre spatial du sujet. Le cadre spatial, c'est quoi? C'est l'aire géographique concernée par le sujet. Si je prends par exemple les cadres premières, le cadre spatial qui concerne les coûts au programme en cadre première, vous avez les pays du tiers-monde. Par exemple, les pays sous-développés ou bien pays en voie de développement. Les États-Unis, si un sujet porte par exemple sur la crise de 1929, l'espace, c'est les États-Unis. Vous avez le Togo, si c'est un sujet qui porte sur le Togo français ou bien le Togo allemand. Pour les classes de terminale, l'espace concerné par un sujet qui pourrait être posé, vous avez le Togo, vous avez le Ghana, vous avez les États-Unis, vous avez la CEDEAO. Deuxième élément, deuxième cadre, c'est le cadre chronologique. C'est déterminer l'événement et son temps. Exemple, pour les classes de première, vous avez 1914 et 1918, si un sujet porte par exemple sur la Première Guerre mondiale. Vous avez 1929, qui est un temps, si c'est la crise. Vous avez le Togo sous la domination allemande, ou bien vous avez le Togo sous la domination française. Pour les classes de terminale, le cadre temporel, vous avez 1919-1920, si un sujet porte par exemple sur les traités qui ont sanctionné la Première Guerre mondiale. Vous avez 1930-1939, si un sujet porte par exemple sur les crises d'avant-guerre, par exemple la crise de la Mandchourie, la crise éthiopienne, la crise autrichienne, la crise tchécoslovaque, la guerre civile d'Espagne, la crise polonaise. Si vous avez un sujet comme ça là, qui porte sur ces événements-là, la situation dans le cadre chronologique, c'est 1930-1939. Vous avez 1939-1945. Si un sujet porte par exemple sur les étapes de la guerre, campagne de France, campagne de Scandinavie, la bataille d'Angleterre, la bataille de l'Atlantique, le cadre chronologique, c'est 1939-1945. Autre cadre, vous avez 1947 à 1953. Si un sujet porte par exemple sur la guerre froide, la crise de Berlin, la guerre de Corée, la crise de Cuba, etc. Et 53-62, là, c'est la crise de Cuba, ou bien etc., etc. Donc, vous avez le cadre chronologique. Le dernier cadre, c'est le thème. Quelle est la thématique concernée par le sujet qui est proposé? C'est retrouver la partie du cours concernée par le sujet. Si vous prenez les élèves de première, ou bien les classes de première, les thèmes auxquels sur lesquels un sujet peut porter, c'est la Première Guerre mondiale, la crise économique de 1929, l'impérialisme, la conférence de Berlin, ou bien les résistances, etc. Pour la géographie, classe de première, vous avez la population mondiale. Un sujet peut porter sur la population mondiale, donc le thème, c'est la population mondiale. Vous avez la ville, la pêche, le sous-développement, l'agriculture des pays du tiers-monde, l'industrialisation des pays du tiers-monde, etc. Pour les classes de terminale, en histoire, les thèmes, vous avez les causes de la Deuxième Guerre mondiale, les crises d'avant-guerre, les étapes de la Deuxième Guerre mondiale, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, les crises de la guerre froide, la décolonisation. Un sujet peut porter sur ces éléments. Donc, le thème, c'est les éléments-là que vous devez faire ressortir. Pour la géographie, classe de terminale, vous avez les aspects physiques, la population, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme de tel ou tel pays étudié au programme. Cette délimitation du sujet dans ces différentes dimensions, je veux dire espace, temps, thème, permet de se situer dans le temps ou dans l'espace sur lequel porte le sujet. Cela permet aussi de s'orienter vers le thème, là où les parties du cours qui devra vous aider à bâtir votre démonstration. La troisième partie, la rédaction d'une dissertation en histoire ou en géographie. Rédiger une dissertation en histoire ou en géographie revient à commencer par une phase essentielle qu'est l'introduction. Et c'est quoi l'introduction? L'introduction est une partie très essentielle de votre devoir. C'est la première impression qui révèle la manière dont vous avez compris le sujet et la façon dont vous allez le traiter. C'est par elle
que le correcteur commence à évaluer la copie. Elle doit par conséquent être claire. Poser une bonne introduction permet de construire un devoir solide. Pour réussir, il faut bien l'organiser. Organiser l'introduction revient à la structurer en 3 parties. Le préambule, la problématique et le plan. Et je vous ai proposé un schéma que vous allez voir. Vous avez l'introduction structurée en 3 parties, 3 P. Le premier P, c'est le préambule, c'est l'accroche. C'est avec quoi vous allez attirer l'attention du correcteur. La problématique, c'est le problème central soulevé par le sujet et le plan. Le premier élément, l'accroche ou le préambule, c'est l'entrée en matière d'un devoir de dissertation. C'est le chapeau de l'introduction. Le préambule consiste à amener le sujet par une phrase générale qui donne le contexte global dans lequel s'inscrit le sujet. Quoi retrouve-t-on dans le préambule? Si, tenez-vous bien, mes chers élèves, les auditeurs et ceux-là qui m'écoutent à la radio, qu'est-ce qu'on retrouve dans le préambule? Si c'est une dissertation en histoire, le préambule doit faire ressortir le cadre temporel, c'est-à-dire le temps concerné par le sujet. Si c'est une dissertation en géographie, le préambule doit faire ressortir le cadre géographique, c'est-à-dire le cadre spatial auquel le sujet se rapporte. La problématique. C'est quoi la problématique? C'est la question fondamentale que soulève le sujet, le problème que l'on doit résoudre, la partie du cours touchée par le sujet. Dégager ou faire apparaître la problématique d'un sujet, c'est quoi? C'est faire ressortir l'idée centrale. Il s'agit de préciser ce dont il est question dans le sujet. La problématique répond à de quoi est-il s'agit dans le sujet. Qu'est-ce qu'on me demande dans le sujet? C'est ça la problématique. Pour ce faire, il suffit tout simplement de reformuler la question fondamentale du sujet. La définition de la problématique permet de préciser la façon dont vous avez compris ou bien la façon dont vous interprétez le sujet. Poser la problématique est un art. On le fait de telle sorte que celui-là qui n'a même pas lu le sujet, s'il lit votre devoir et cette partie-là, pourra savoir à juste titre de quoi il est question dans le sujet. Cette partie montre si le sujet posé est compris ou non. L'annonce du plan, la 3e partie de l'introduction. Le plan découle directement de la problématique. On adopte un plan pour organiser ses connaissances. Le plan est le guide de la dissertation. Son cheminement logique montre comment la dissertation sera traitée, le nombre de parties, leur ordre d'apparition. Le plan est comme la colonne vertébrale du devoir, puisqu'elle guide toute sa progression. Le plan fait voir l'organisation du corps du devoir, c'est-à-dire la manière dont va se dérouler le développement. Vous l'annoncez pour que celui qui vous lit sache où vous allez et quelle est votre démarche. Ainsi, le plan doit être suivi durant toute la progression du devoir. Le plan est souvent suggéré par le libellé du sujet. Mais, prenez soin, nota bene. Il faut annoncer le plan de la manière la plus simple possible. Et la meilleure façon d'énoncer le plan est de poser une ou des questions en utilisant des verbes ou adjectifs interrogatifs. Comment? Qu'est-ce qui? En quoi? Pourquoi? Un plan sous forme de questions sert de fil conducteur pour faire le devoir. Prenez soin d'éviter une longue introduction qui sera inutile et indisposée le correcteur. Et je vous informe en passant qu'on ne descend pas une Bible pour faire une introduction. Une bonne introduction doit être sobre, concis, précis. Elle ne doit comporter normalement que 3 phrases. Allez droit au but pour montrer que vous avez compris le sujet. Certains élèves disaient que dans les lignes qui vont suivre, je vais essayer de vous démontrer que rendez-vous dans le corps du devoir. Non, un bon plan
doit se poser sous forme de questions et vous êtes censé de répondre à ces questions-là dans le code du devoir. Exemple d'introduction à chaque niveau, niveau premier, niveau terminal. Je prends les niveaux premiers. Un sujet d'histoire. Expliquer comment la crise économique de 1929, déclenchée aux États-Unis, a pu gagner le Togo. Voilà un sujet sur lequel nous allons nous exercer pour présenter une introduction. Expliquer comment la crise économique de 1929, déclenchée aux États-Unis, a pu gagner le Togo. Introduction. Et je vous ai dit que l'introduction s'est structurée en 3 parties. Préambule, problématique et plan. Il faut avoir les 3 P. Je commence. En 1929, une crise économique a vu le jour aux États-Unis. J'ai mis là-bas P1 pour ceux qui me suivent. Bon, les auditeurs à la radio. En 1929, une crise économique a vu le jour aux États-Unis. Ça, c'est P1. Ça, c'est le préambule. Je reviens. Cette crise s'est rapidement étendue dans les pays du monde, dont le Togo. Ça, c'est la problématique, ce dont le sujet fait allusion. Le plan maintenant. Comment peut-on expliquer le mécanisme d'extension de la crise économique de 1929 des États-Unis jusqu'au Togo? Je mets là P3. Ça fait le plan. Ça fait les 3 parties. Sujet de géographie, niveau premier. Le sujet dit quoi? Atout et frein au développement industriel des pays du tiers-monde. Atout et frein au développement industriel des pays du tiers-monde. Auditeurs des radios, vous m'écoutez très bien. Mes chers élèves, comment on peut élaborer une introduction type en respectant les 3 éléments? Les 3 grandes parties de l'introduction pour ce sujet, atout et frein au développement industriel des pays du tiers-monde. Le premier élément, préambule. Les pays du tiers-monde sont les pays pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, situés pour la plupart dans la zone intertropicale. Ça, c'est le préambule, P1. Ça ne veut pas dire que lorsque vous allez rédiger, à l'examen, vous allez mettre P1. Non, c'est pour vous faire distinguer les grandes parties. Ces pays présentent des atouts et des freins pour leur industrialisation. Ça, c'est P2, la problématique. Quels sont les atouts et les freins de l'industrie pour les pays du tiers-monde? Voilà le plan. Classe de terminale. Sujet d'histoire. Montrer les incidences de la crise économique de 1929 dans la genèse de la Seconde Guerre mondiale. Montrer les incidences de la crise économique de 1929 dans la genèse de la Seconde Guerre mondiale. Introduction. Entre 1939 et 1945, le monde a été ébranlé par un second conflit mondial. Vous voyez, c'est un sujet d'histoire, il faut le cadre temporel. Ça, c'est le préambule. Ce conflit s'explique par plusieurs causes, dont les incidences de la crise économique de 1929. Là, j'en viens à la problématique. Troisième élément, en quoi les incidents de la crise économique de 1929 expliquent-elles le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale? Ça, c'est le plan. Sujet de géographie, terminal. Évoquer les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise. Notre première séance, ceux-là qui ont suivi la première séance avec moi, j'avais donné ce sujet-là à la fin de l'autre séance. Donc, c'est une occasion de revenir sur le sujet-là, du moins c'est pour vous présenter son introduction. Alors, évoquer les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise. Introduction type, respectant les 3 éléments. Le Togo est un pays de l'Afrique occidentale. Situation dans le cadre spatial. Ça, c'est le préambule. Sa nature présente des atouts et des contraintes pour le développement de son économie. Problématique, ce dont le sujet fait allusion. Quels sont les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise? C'est le plan. Alors, le code du devoir, le développement. Rédiger un devoir, c'est comme conduire une voiture. Assurez-vous que vous suivez le cap et posez-vous toujours cette question.
Suis-je dans la bonne direction? La rédaction du Code du devoir sur l'architecture présentée et annoncée dans le plan. Le Code du devoir doit être organisé en différentes parties, chacune correspondant à la réponse à une question énoncée dans le plan. Le nombre de parties correspond au nombre de questions posées dans le plan. Pour chaque partie, chers amis, commencez par exposer l'idée que l'on va développer. Et chaque partie se décompose en plusieurs sous-parties ou paragraphes, 2 au minimum et 4 au maximum. Et chaque partie ou paragraphe traite un point particulier, c'est-à-dire traite une idée et une seule. En clair, on peut retenir qu'un paragraphe équivaut à une idée que vous allez développer. Dans chaque paragraphe, donnez un exemple concret tiré de vos connaissances personnelles ou du cours. L'exemple sert à appuyer la démonstration. Pour amener un exemple, on dira « c'est le cas de », tel est le cas de, comme. C'est comme ça qu'on énonce un exemple. Marquez une distinction entre les parties en sautant une ou 2 lignes avant d'entamer une autre partie. Commencez chaque partie en annonçant son contenu. C'est la phrase d'introduction de partie. Terminez chaque partie par une conclusion partielle. C'est la phrase de transition. Et une phrase de transition comporte toujours 2 éléments. Le premier élément, elle fait le bilan de la partie écoulée, ce qu'on peut retenir de la partie déjà traitée. Le deuxième élément de la transition, de la phrase de transition, c'est qu'elle ouvre sur la partie suivante, ce qu'on va développer, ce qu'on fera dans la partie suivante. En clair, la transition sert de liaison, un pont entre les 2 parties consécutives. Elle résume les résultats de l'argumentation de la partie précédente et ouvre sur la partie suivante. Remarque, pour une phrase de transition, les mots suivants sont habituellement recommandés. Pour marquer la cause ou pour justifier ou expliquer, on utilise en effet, parce que, comme, car. Pour indiquer la conséquence, on dira donc, c'est pourquoi, par conséquent, du coup. Pour citer ou énoncer, on utilisera soit en outre, en plus, par ailleurs, d'autre part. Pour marquer une opposition ou une situation contraire ou bien contradictoire, on sera amené à utiliser mais, cependant, néanmoins, pourtant, en revanche. Et pour marquer le lien de concession, on pourra utiliser bien que, malgré, en dépit de. La conclusion. La conclusion marque la fin de la dissertation. Elle ne résume pas le devoir. Elle le referme en répondant à la problématique. Elle doit être courte, mais comprendre 2 paragraphes essentiels matérialisés par un retour à la ligne, comme je l'ai structuré en schéma. La conclusion, elle répond à la problématique et elle fait l'ouverture du sujet. La réponse à la problématique. Premier élément de la conclusion. La conclusion est la réponse synthétique à la problématique, c'est-à-dire à la question fondamentale du sujet. Vérifier sa cohérence avec l'introduction. Deuxième élément de la conclusion, l'ouverture du sujet. Terminer la conclusion par une ouverture vers ce qui pourrait être un autre sujet ou d'autres pistes de réflexion. C'est élargir le sujet en ouvrant sur une autre question liée indirectement au sujet. Ce qui se passe ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle l'ouverture spatiale. Ce qui est comparable ou en opposition, l'ouverture thématique, vous ouvrez sur un autre sujet. Faire l'ouverture du sujet, c'est faire le prolongement de votre analyse. Remarque, sous quelle forme terminer la conclusion? On peut terminer la conclusion par une phrase interrogative, mais ceci est facultatif. On peut, à bien des égards, porter une insuffisance au sujet,
sans détailler les éléments qui, en plus de ceux évoqués dans le devoir, se conjuguent pour créer une situation donnée. Tout comme les autres parties, la conclusion doit être soignée. Ce sont les dernières phrases que le correcteur va lire avant de donner son verdict. Il est donc fortement conseillé de la soigner particulièrement. Nota bene, des genres d'expressions à éviter pour commencer la conclusion. Vous ne devez pas dire en définitive, ça ne se dit pas. En somme, au crépuscule de notre devoir, arriver au terme de notre analyse pour conclure en conclusion. Non. Ce que vous devez dire, des expressions à utiliser, des expressions autorisées, sont certes, au total, etc., etc. Alors, un exemple type de conclusion pour les classes de première. Vous rappelez le sujet d'histoire que je vous ai donné. Comment la crise déclenchée aux États-Unis est arrivée au Togo. Comme conclusion, les deux parties. D'abord, on commence par la réponse à la problématique, le bilan. Vous pouvez donner une conclusion type de la sorte. La crise économique de 1929 déclenchée aux États-Unis a effectivement gagné le Togo par l'interdépendance du Togo et de la France à l'économie américaine. Ça, c'est la réponse à la question, à la problématique. L'ouverture. Cette crise a laissé des conséquences dramatiques et douloureuses au Togo. Géographie première, pour le sujet que j'avais donné, problème, atout et frein à l'industrialisation des pays du tiers-monde, une conclusion type, vous pouvez dire, l'industrie des pays du tiers-monde regorge d'énormes atouts malgré la récurrence de nombreux obstacles. L'ouverture, la diversification des secteurs d'activité et des partenaires économiques ne peut-elle pas constituer un tremplin pour le développement industriel des pays du tiers-monde? Ça, c'est l'ouverture. Alors, terminal, pour rappeler le sujet, crise économique égale cause de la Deuxième Guerre mondiale. La conclusion qu'on pourra tirer, certes, les incidents de la crise économique de 1929 ont contribué à expliquer le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la réponse à la problématique. L'ouverture. Cette crise est-elle la seule à expliquer le second conflit mondial? Cela voudrait dire que vous portez une insuffisance au sujet. Cela voudrait dire qu'à part la crise, vous avez encore d'autres causes. Ou bien, si vous ne voulez pas donner ça de la sorte, une deuxième possibilité, vous pouvez dire, cette guerre a vu la participation de tous les continents du globe et a laissé des conséquences douloureuses et incalculables. Voilà, je vous ai donné deux possibilités de conclusion. Géographie, classe de terminale, vous vous rappelez le sujet, la nature, l'influence de la nature, ou bien les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise. Comment on peut conclure? Toujours les deux parties de la conclusion. La nature pèse de tout son poids dans l'économie togolaise. Ça, c'est la réponse à la problématique. Et la nature pèse négativement ou bien pèse positivement. La nature pèse de tout son poids dans l'économie togolaise. Cependant, d'autres facteurs, tels que les facteurs humains, interviennent aussi pour dynamiser ou freiner l'économie du pays. Et là, vous portez une insuffisance à ce sujet. C'est pour montrer que ce n'est pas seulement la nature qui intervient dans l'économie togolaise, mais aussi il y a les facteurs humains. La dernière partie de la dissertation, c'est le rappel des conseils généraux pour réussir parfaitement une dissertation. Au baccalauréat 1 ou 2, l'évaluation des candidats tient autant compte du savoir-faire méthodologique que des connaissances pures du cours. Aussi, est-il impérieux et nécessaire de suivre ces conseils pratiques pour réussir parfaitement un sujet de dissertation en histoire ou en géographie? Et quels sont ces conseils? Premièrement, bien connaître son cours. Avant de commencer tout travail de dissertation en histoire ou en géographie, il existe une préalable. Et quel est le préalable? La maîtrise de son cours. Sans maîtrise du cours,
sans connaissance relative au sujet proposé. À l'impossible, nul n'est tenu. Deuxième conseil, soyez synthétique. Il ne suffit pas de connaître son cours et d'identifier la partie concernée par le sujet. Il faut ressortir les éléments clés de la partie pour faire le devoir, étant donné que la dissertation n'est pas la reproduction intégrale du cours. Troisième conseil, une lecture approfondie du sujet et son analyse. Qu'est-ce qu'on entend par analyse? C'est décomposer un ensemble en ses éléments structurants. La dissertation est une démonstration. Et pour démontrer, il faut cerner les contours du sujet posé. Et c'est pourquoi, avant de rassembler les idées, il faut bien lire le sujet, l'analyser à fond pour le comprendre à fond, en jouant sur tous les mots-clés constituant le libellé du sujet. Saisir leur sens et se poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qu'on me demande dans le sujet? Que veut-on de moi à travers ce sujet? L'autre conseil, faire un raisonnement pertinent. Il ne suffit pas de bien connaître son cours pour réussir une dissertation en histoire ou en géographie, même si cela est indispensable. On attend de vous un devoir réfléchi qui répond clairement à la question posée ou à la problématique du sujet. Cinquième conseil, bien organiser la rédaction. La dissertation en histoire ou en géographie est organisée en trois parties que sont l'introduction, le corps du devoir, la conclusion. Ces trois parties doivent être séparées les unes des autres. Sixième conseil, soignez la présentation de votre copie. Donnez une certaine aération à la rédaction en sautant une ou deux lignes à chaque changement de grande partie, en allant à chaque fois à la ligne, à chaque fin de sous-partie ou de paragraphe, ou au début d'un autre paragraphe. Ayez une écriture lisible. Septième conseil, faire preuve de la maîtrise de la langue française. Évitez les fautes d'orthographe, notamment pour les noms propres, et de grammaire. Écrivez sans abréviation et faites des phrases complètes et courtes. Sujet, verbe, complément. Huitième conseil, soyez cohérent. Ce qui importe avant tout dans une dissertation historique ou en géographie, c'est la logique du raisonnement, la rigueur et la précision de la démonstration. Les connaissances doivent être parfaitement assimilées pour s'enchaîner logiquement. Neuvième, avant-dernier conseil, évitez le style télégraphique. Ne pas mettre des tirets pour citer les éléments. Citer les éléments, vous devez remplacer les tirets par des virgules. Les trois grandes parties du devoir, introduction, corps du devoir et conclusion, doivent se présenter sans titre. Vous n'allez pas écrire introduction, vous commencez, corps du devoir, non. Et enfin, dixième conseil, caser la réponse à la problématique en une seule partie. Et quelle est cette partie? Rien que dans le corps du devoir. Je veux dire quoi? Faire figurer dans le corps du devoir tout ce qui est demandé dans le sujet. Autrement dit, n'éparpillez pas les réponses en donnant certaines dans l'introduction, certaines dans le corps du devoir et d'autres dans la conclusion. Rassemblez tout dans le corps du devoir. Et si vous éparpillez les éléments là, même si ces éléments sont justes, vous n'aurez que la note de la conclusion ou bien de l'introduction. En récapitulation, je vous propose un schéma qui est intitulé « La charpente de la dissertation en géographie ou en histoire ». Le premier élément, première grande partie, c'est l'introduction structurée en 3P, préambule, c'est ça l'accroche. La problématique, c'est le sujet, le problème central dégagé par le sujet et le plan. Le corps du devoir maintenant, ça peut être structuré en 2 ou bien 3 grandes parties. Et pour commencer la première partie, vous donnez alors une phrase d'introduction de la première partie. Et chaque partie doit être subdivisée en sous-parties ou bien paragraphes. Vous voyez, ceux-là qui m'écoutent à la radio, la première partie est subdivisée en premier paragraphe. Et dans ce premier paragraphe, vous aurez une seule idée. Je l'ai dit tantôt qu'un paragraphe égale une idée. Une seule idée avec un ou deux exemples.
Deuxième paragraphe, une seule idée avec un ou deux exemples. Maintenant, avant d'aller sur la deuxième partie, vous devez faire avancer une phase de transition. Et cette transition, je l'ai dit dans le développement de mon exposé, la transition comporte deux parties. Une conclusion partielle qui fait le bilan de la première partie écoulée et ça fait l'ouverture sur la deuxième partie, l'annonce de la partie suivante. Et enfin, vous allez entamer la deuxième partie et la conclusion. La conclusion, c'est le bilan de la partie écoulée. La conclusion, je l'ai dit que c'est structuré en deux parties. La première partie, c'est la réponse à la problématique, le bilan du devoir, et la deuxième partie, c'est l'ouverture sur un autre sujet. Alors, je donne un sujet pratique pour les élèves de terminale. Mes chers élèves de première, ne soyez pas blessés, c'est pour les élèves de terminale. C'est un sujet bien rédigé sur la CEDEAO. Et l'intitulé du sujet dit quoi? La CEDEAO est une institution créée le 28 mai 1975 en Afrique de l'Ouest. Après avoir rappelé les pays membres de cette institution, dites ce qui fait sa particularité au plan économique en Afrique. Et ce sujet-là, vous voyez, c'est très important. Je répète, mes chers auditeurs, la CEDEAO est une institution créée le 28 mai 1975 en Afrique de l'Ouest. Après avoir rappelé les pays membres de cette institution, dites ce qui fait sa particularité au plan économique en Afrique. Voilà un sujet. Alors, comment on peut traiter le sujet-là? Alors, démarche à mener. Premièrement, je vous ai dit ça tantôt, une lecture minutieuse du sujet. Comprendre le sujet, ce qu'on demande dans le sujet. Alors, quand vous lisez le sujet, vous aurez à découvrir la consigne du travail. Et quand on lit le sujet là, on saura que le sujet demande à ce qu'on énumère les pays membres de la CEDEAO. Et deuxième consigne, le sujet demande à ce qu'on fasse ressortir la particularité de la CEDEAO au plan économique en Afrique. Deuxième démarche, il faut délimiter le champ du sujet. Le cadre spatial, c'est la CEDEAO. Et comme c'est un sujet de géographie, il n'y a pas le cadre temporel. Ceux-là qui me regardent, raison pour laquelle je l'ai mis en rouge, il n'y a pas le cadre temporel. La thématique, c'est quoi? C'est l'économie de la CEDEAO. Le sujet nous demande à parler non pas de l'aspect physique de la CEDEAO, non pas l'aspect humain de la CEDEAO, mais c'est l'économie de la CEDEAO. Voilà la thématique concernée par le sujet. Alors, l'introduction, préambule. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est un regroupement des pays situés en Afrique de l'Ouest. Problématique, cette institution qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest présente une particularité au plan économique en Afrique. Le plan, quels sont les pays? Vous voyez, le sujet avait demandé deux consignes. Quels sont les pays membres de cette institution? Premier élément, demandé par le sujet. Deuxième élément, quelle particularité présente-t-elle au plan économique en Afrique? Cela voudrait dire que les deux questions-là vont nous orienter dans le Code du devoir. Le Code du devoir, première partie, les pays membres. La CEDEAO comprend 15 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, etc., etc. Alors, deuxième partie, la particularité de la CEDEAO au plan économique. Et cette particularité, ça peut être la particularité au sens positif et la particularité au sens négatif. Au sens positif, nous aurons à énumérer les atouts dans divers domaines. Domaine agricole, domaine industriel, domaine commercial, domaine des transports, domaine du tourisme. C'est un sujet très important, écoutez très bien. Dans le domaine agricole, qu'est-ce qui fait la particularité de la CEDEAO? L'agriculture est le secteur le plus important et offre des emplois à près de 60% de la population active de la région. Un potentiel écologique et agronomique considérable, avec des aires écologiques naturelles complémentaires. L'Afrique de l'Ouest comporte 4 zones écologiques ou climatiques présentant des potentiels de mise en valeur complémentaires. Je vous propose une carte que vous allez voir. Alors,
les éléments de la carte, vous avez une carte dont le titre est zone climatique. Et quand vous prenez cette carte, il reste encore des éléments à ajouter, vous allez le voir tout à l'heure. J'ai mis sur la carte des flèches. Alors, vous allez voir que sur cette carte, il y a des flèches qui quittent le bas vers le haut et du haut vers le bas. Cela voudrait dire que ces flèches-là vous indiquent la complémentarité entre les diverses zones qui constituent la CEDEAO. Alors, vous avez une première zone dans la partie méridionale qu'on appelle l'Afrique occidentale humide côtière, l'AOC. C'est la zone qui couvre la zone guinéenne et la zone soudanienne aux précipitations allant de 900 mm à plus de 1100 mm. C'est une zone de prédilection des produits vivriers, notamment les céréales, qu'elle fournit aux pays enclavés de la zone soudano-sahélienne qu'on appelle encore Laos. Et cette zone-là, Laos, fournit alors à la zone méridionale du bétail. Vous voyez, il y a une certaine complémentarité. Donc, la particularité de la CEDEAO au niveau climatique, c'est qu'elle présente diverses zones qui se complètent. Alors, l'autre élément qui fait la particularité, c'est que la région est dotée de vastes terres arables disponibles pour l'exploitation de plusieurs millions d'hectares de terres pastorales à exploiter, tandis que les différents bassins fluviaux offrent des possibilités d'irrigation. Un réseau hydrographique dense et impressionnant qui permet le développement de la pêche, de l'irrigation, de la navigation et de la construction des barrages hydroélectriques. Ensuite, vous avez un patrimoine forestier important. Près de 114,3 millions d'hectares de forêt qui attirent la pluie, protègent les sols contre l'érosion et offrent du bois de menuiserie et à l'industrie. Des savanes qui offrent des possibilités d'élevage, un relief modeste qui se prête bien aux activités économiques comme le montre une carte que je vous propose. Et quand vous regardez cette carte-là, vous avez les fleuves et les montagnes. Vous avez le fleuve Niger, vous avez le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, etc., etc. Tout ça là, ça constitue une particularité que présente notre CEDEAO. Dans le domaine industriel, le sous-sol de la communauté, des pays de la communauté, est riche en ressources minières et énergétiques. On peut noter quelques exemples. Nous avons de l'or au Ghana, le diamant en Sierra Leone, le pétrole et le gaz au Nigeria. Vous avez le fer, la bauxite, le manganèse dans certains pays de la communauté. Vous avez le phosphate au Togo. On ne doit pas oublier. Ces matières premières offrent des possibilités pour l'industrialisation et des rentrées de devises étrangères. Quand nous exportons ces matières premières vers l'extérieur, ça fait rentrer des devises, ce qu'on appelle encore recettes d'exportation. Et ça nourrit les caisses des États. Dans le domaine commercial, vous voyez, la CEDEAO est bordée par l'océan Atlantique. Donc, c'est une communauté qui s'ouvre sur la mer. Et cette ouverture sur la mer, ça offre des avantages. La construction des ports pour le commerce maritime. On peut citer le port de Lomé, le port de Lagos, de Dakar, d'Abidjan, de Téma et de Cotonou, etc. Ensuite, il y a la libéralisation des échanges. Une particularité que présente la région est la suppression des droits de douane et des mesures de contingentement des biens, c'est-à-dire la fixation des quotas des biens, des services de capitaux entre les pays membres. L'autre élément, c'est la mise en place depuis le 1er janvier 2015 d'une mesure, d'un dispositif qu'on appelle le TEC, Tarif extérieur commun. C'est pour réguler les échanges intracommunautaires, ce qui ouvre la voie à une union douanière. Dans le domaine des infrastructures et de communication, la région est dotée d'un réseau de voies de communication relativement moderne, hérité de la colonisation. La création des infrastructures régionales de transport et de télécommunications comme le transport aérien, EcoAir, le transport maritime régional, EcoMarine, les télécommunications, Intelcom 1, Intelcom 2, le projet de gazoduc entre le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire
pour l'exploitation du gaz du Nigeria. De nombreux axes routiers qui facilitent l'intégration des pays. On peut citer les axes transcôtiers Lagos-Nouakchott, les axes transsahariens qui traversent le Sahara. Vous avez Dakar, N'Djamena. Il y a plusieurs voies de communication. Dans le domaine bancaire, la région est dotée d'un réseau bancaire moderne et efficace, tel que l'Ecobank, la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour résoudre les questions monétaires et financières. Vous avez l'efficacité de la bourse des valeurs de la sous-région, qui se trouve à Abidjan. Dans le domaine monétaire, un secteur monétaire caractérisé par une monnaie commune, le franc CFA dans les 8 pays membres de l'UEMOA, une union douanière au sein de l'institution. Tandis que dans les 7 autres pays de la communauté, il s'agit d'une monnaie propre, une monnaie nationale. Ça fait également une particularité. Alors, deuxième grande partie pour clore ce sujet, pour les terminales, c'est la particularité au sens négatif. C'est les faiblesses ou les défis de la CEDEAO. La CEDEAO est caractérisée par la faiblesse des échanges intracommunautaires, sa dépendance vis-à-vis des fonds extracommunautaires. Je veux dire quoi? La CEDEAO est fortement tributaire de l'aide étrangère, à l'exception du Nigeria et du Cap-Vert. Une multiplicité des monnaies et leur inconvertibilité entre elles. Autre élément, une multiplicité des taxes et impôts, droit à l'importation et à l'exportation, impôts sur les importations et sur le chiffre d'affaires, taxes à la production et à la consommation. Un coût élevé de transactions commerciales, cela découle de quoi? Cela découle des infrastructures inadéquates, onéreuses et inefficaces, et du manque d'informations sur les marchés nationaux fragmentés. De nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires sur nos routes. Vous allez voir beaucoup de tracasseries policières, les PDG, police, douaniers, gendarmerie, sur les routes. Une forte dépendance vis-à-vis des exportations des produits. En l'absence, au sein de la communauté, des unités industrielles de transformation et la faible diversification des productions, les économies nationales des pays de la communauté dépendent en grande partie des recettes d'exportation des produits agricoles et miniers, bruts ou partiellement transformés. Et la persistance de l'économie de traite et du pacte colonial. La pauvreté grandissante, c'est une sous-région assez pauvre. La plupart des États de la communauté, environ 73%, sont classés comme les PMA, pays les moins avancés. La CEDEAO représente 35% des PMA africains, ce qui fait d'elle la championne des PMA en Afrique et dans le monde. Autre élément, une inégale répartition des revenus entre les habitants et une mauvaise condition de vie des populations en milieu rural. La conclusion, pour clore le sujet, le bilan, nous allons dire quoi? La CEDEAO est composée d'une quinzaine de pays. Ça, c'est la réponse à la problématique. Cette institution présente des particularités assez appréciables dans le domaine agricole, industriel, commercial, communicationnel, bancaire et d'autres. Alors, je vais nuancer un peu. Cependant, elle est confrontée à un certain nombre de défis et d'obstacles d'ordre politique et sécuritaire, avec les assauts de Boko Haram, ce qui constitue des freins au développement harmonieux et l'intégration accélérée des pays membres. L'ouverture maintenant. Quel effort la communauté doit-elle déployer pour consolider ses acquis et corriger sa marginalisation économique et politique dans un monde en pleine mutation? Alors, on est arrivé à la fin de la correction de ce sujet pour les terminales. Toujours à l'intention des terminales, je vous propose un sujet avec un document accompagné des questions telles que ça se pose actuellement au bac 2. Alors, vous avez une carte dont le titre est « La carte des États-Unis, les mutations de l'espace agricole, de l'espace industriel ». Alors, quelles sont les questions qui accompagnent? D'abord, le libellé.
L'espace industriel aux États-Unis connaît des mutations sensibles que montre la carte ci-contre. Vous avez la carte. Malheureusement, mes chers élèves, les auditeurs des radios, vous ne voyez pas la carte. Mais c'est une carte des États-Unis qui comporte des flèches qui quittent le nord-est vers le sud et le sud-ouest. Le nord-est s'appelle l'ancien foyer industriel, le Manufacturing Belt ou bien la Rust Belt, et le sud et l'ouest s'appelle la Sun Belt ou bien la nouvelle zone dynamique aux États-Unis. Vous pouvez, je vous donne les indications, allez voir votre cours, la carte là, dans vos cahiers. Les questions qui accompagnent cette carte, la première question, nomme les 2 grandes régions industrielles qui connaissent cette mutation spatiale. 2. Cite les facteurs explicatifs de cette mutation dans chacune des régions. Alors, si les industries quittent le nord-est vers la Sunbelt, qu'est-ce qui les fait partir? Alors, dans la zone d'accueil, qu'est-ce qui les attire? Vous avez fait ça comme on traite un sujet sur les zones rurales, les causes de la zone de départ et les causes de la zone d'arrivée. 3. On parle souvent de la chaîne de l'agro-business, ce qu'on entend encore par agri-business aux États-Unis. Petit a, de quoi s'agit-il? B. Fait un schéma illustratif de l'agro-business. C. Quelle est son importance dans le développement de l'agriculture américaine? Voilà. Et je débouche sur un autre cours, un autre pays qui ne concerne pas la carte. Depuis 2007, le Ghana connaît un miracle économique marqué par une forte croissance économique. Depuis 2007, le Ghana connaît un miracle économique marqué par une forte croissance. Petit a, donne 4 indicateurs de la puissance économique de ce pays. Qu'est-ce qu'on entend par indicateur? Ce qui montre que le pays est ceci. Le pays est puissant. Montre que le pays est puissant. Je vous donne un exemple. Le Ghana est le 2e producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire. C'est un signe de puissance. 2e producteur d'or en Afrique après l'Afrique du Sud. C'est un signe de puissance. Le Ghana est le 8e producteur de palmiers à huile dans le monde. C'est un signe de puissance. Le Ghana a le plus vaste marché de la CEDEAO, le marché de Koumassi. Il n'est pas donné à n'importe qui. Le Ghana est une puissance démographique, environ 28,7 millions d'habitants. Ça montre que le Ghana est une puissance. Voilà les éléments que vous devez donner dans les indicateurs. Indicateur, indiquer que c'est. Dernier élément, donne 2 fondements de cette puissance économique du Ghana. Quand on parle de fondement, c'est ce qui explique la chose. Ce qui fait que le Ghana est ceci, est arrivé à ce rang-là. Les fondements, c'est ce qui est la base. C'est ce qui a poussé le Ghana à être ainsi. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Et ça paraît un peu très long, mais l'importance de la chose oblige. Je vous convie à essayer de s'approprier correctement de tout ce que je vous ai donné comme méthodologie et conseils. Et en attendant qu'on va se retrouver très prochainement. Gardez le sourire quoi qu'il arrive. Je vous remercie. À bientôt.